Bonjour, bienvenue dans le ZCL News. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 h. Aujourd'hui, au niveau des invités, nous allons recevoir Monsieur Thierry Didon, président de l'association Moon Kika, ainsi que Jolo qui va nous rejoindre tout à l'heure. Nous parlerons de cet événement qui aura lieu le 11 novembre, n'est-ce pas? Tout à fait. On va revenir sur le sujet de cet événement qui aura lieu sur Sainte-Anne, hommage aux ancêtres. Avec Monsieur Pascal Archimède, auteur, on parlera de son ouvrage et de son travail autour de la musique. Comment vous pouvez justement retracer l'histoire de l'Amérique noire à travers la musique. Bienvenue sur le plateau, on revient vers vous tout à l'heure. Ensuite, avec Monsieur Jolo, encore, il s'agira du nom de l'Égypte dans notre langue, dans sa chronique. Eda Misso. Ensuite, avec Martine Fazer, on parlera de la chronique la culture selon Martine. Elle nous fera un petit agenda des différents événements à ne pas rater en Guadeloupe et ailleurs. Avec Madame Élise Zénon, diététicienne nutritionniste, ce sera l'occasion de parler du fruit à pain et justement du fait qu'il n'y a pas assez de fruits à pain dans nos cantines. On terminera avec Nancy Duflo qui est Community Manager et qui nous parlera de son travail, notamment en lien avec les rencontres de l'audiovisuel qui auront lieu le 15 novembre, donc dans les jardins de Guadeloupe la Première. En tant que partenaire, elle nous parlera de son activité. Voilà, au niveau de l'actualité du jour, il s'agira de parler du feu de Cabana Beach qui s'est déroulé donc hier soir. De nombreuses images ont circulé sur les réseaux. On fera un petit point sur ce lieu qui a été ravagé par les flammes sur Port-Louis. On parlera aussi du concours OZ pour l'entrepreneuriat féminin. Ensuite, il sera aussi question de la conférence du procureur concernant l'infanticide qui a touché 2 enfants sur la commune de Sainte-Rose, un drame effroyable. Et il sera justement question de faire le point sur cette affaire tragique. Et on terminera par le mois sans tabac, puisque vous le savez, le mois de novembre est dédié à l'arrêt du tabac, donc avec des campagnes qui permettent de sensibiliser à cette nécessité pour vous, pour votre santé. On va commencer par une petite brève concernant l'élection américaine, puisque hier soir, les électeurs américains ont participé à l'élection présidentielle qui opposait Kamala Harris et le républicain Donald Trump. Et selon les résultats préliminaires, donc Donald Trump a remporté l'élection, obtenant 276 grands électeurs contre 262 pour Kamala Harris. Et donc, cette victoire signe le retour de Trump à la présidence 8 ans après sa première élection en 2016. On va voir du coup les répercussions qui sûrement seront importantes en termes de politique étrangère pour les États-Unis, notamment en Ukraine, Moyen-Orient et même en Europe. On verra comment ça se passe du coup cette transition. Voilà pour notre petite brève. On va commencer par ce feu qui a eu lieu sur le Cabana Beach. Donc c'est une grande tristesse qui va permettre aux propriétaires de voir ce lieu emblématique qui a été ravagé par les flammes pendant cette nuit. Un lieu qui est très prisé par les touristes et même par les locaux, qui suscite une vive émotion au sein de la communauté. On voit quelques images avec Charlie Dagonia qui a pu nous faire un état de cette catastrophe. Nous avons été alertés pour un feu à Cabana Beach sur la place du Souffleur à Port-Louis. À notre arrivée sur place, nous avons constaté que c'était la partie cuisine qui était complètement embrasée sur une surface de 150 mètres carrés environ. Nous avons procédé dans un premier temps la mise en place d'une LDV500, c'est-à-dire une lance débit variable de 500 litres minute. Et dans un deuxième temps, pour pouvoir protéger le matériel nautique qui était juste à côté, nous avons mis une seconde LDV500. Et sur une durée de 35-40 minutes, on est venu à bout. On a circonscrit le feu. Il n'y avait plus de risque de propagation. Les forces de l'ordre sont arrivées. Nous avons finalisé l'extinction tranquillement en vérifiant dans les décombres s'il n'y a pas de victimes. Nous n'avons pas trouvé de victimes. Le propriétaire sur place et voilà. Nous déjà savons que nous n'avons pas ni de l'eau en Guadeloupe, nous n'avons pas ni l'hôpital en Guadeloupe, nous pas ni route en Guadeloupe, mais là, nous pas ni gendarme en Guadeloupe. Parce que là, sont incendies criminels
ni un monde qui vient en énième fois agresser personnel en moins. Ces gens d'ablaté au courant, ils étaient prévenus, ils viennent, ils disent qu'ils ne peuvent pas faire rien. Eh bien aujourd'hui, c'est en continuité à tout harcèlement là que nous avons subi là. C'est en continuité, d'accord? Là, on voit des gens qui ont responsabilité, qui fait comprendre que embauche à des gens pas qu'à voir rien. Eh bien derrière, les petits bouts qui ont la rue là, qui ont manipulé, qui ont pris tête à eux, eh bien pour eux, effectivement, emploi que nous avons créé pas voir rien. Alors en Guadeloupe, nous avons rendu compte que les forces de l'ordre réagissent très rapidement dans certains cas et dans d'autres cas, c'est très laxiste. J'en ai ras-le-bol parce que ce même individu, quand il est du coup sous-produit, parce que j'imagine qu'il était sous-produit, qu'est-ce qu'il dit? Qui l'envoie? C'est la mairie qui l'envoie. C'est la mairie qui l'envoie. Quand il est sous son produit. Qui quoi? Maintenant, je ne sais plus. Je sais juste que ce qui s'est fait là aujourd'hui a été fait volontairement. Et je ne compte pas rester par terre. Donc, que la municipalité qui est en place aujourd'hui l'entende correctement de leurs deux oreilles. Tous ceux qui participent au crime, je ne vais pas rester par terre. Et je vais continuer à me battre parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est juste. Je travaille. C'est tout ce qu'on fait. On travaille. On est des jeunes, on travaille. On n'a rien demandé d'autre. Donc, si on a espéré, et on a dit encore, si la mairie a espéré voir l'âme couler, il peut en fait. En doubout et en pakaïlagué. Donc, si un monde va arrêter moi là, ils savent qu'il n'y a fait pas qui j'ai commencé. Donc, il gagne jusqu'au bout. Donc c'est un coup dur donc, pour cette structure et pour les amoureux de ce lieu. Et les enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine de ce sinistre. On va parler du concours OSE pour l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est une initiative inspirante qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin en Guadeloupe. Un concours qui est dédié aux femmes porteuses de projets innovants qui permet d'avoir une opportunité précieuse pour encourager et soutenir l'émancipation des femmes à travers l'entrepreneuriat. On voit un reportage de Maxime Morel. Dans le cadre de la lutte contre toute forme de discrimination, nous avons ce volet de lutte contre les violences faites aux femmes et nous avons lancé le 8 mars le concours OSER. Il s'agissait pour nous de mettre en avant la femme entrepreneuriale. Le principe du concours, c'est de pouvoir permettre à des femmes qui ont des projets, qui ont des talents, de pouvoir les structurer dans le cadre d'une entreprise, de venir nous les présenter. Et elles ont toutes été accompagnées, elles nous ont toutes d'ailleurs dit à quel point elles ont apprécié ces accompagnements sur la partie finance, présentation, pitch, etc. Et aujourd'hui, elles sont en capacité de nous présenter leur activité pour pouvoir, pourquoi pas, être lauréate de ce concours et bénéficier d'un accompagnement financier en plus de l'accompagnement en compétences. Pour moi, c'est une première, c'est un premier challenge que je me suis lancé. L'objectif, pour moi, c'est de développer, de donner plus de visibilité à mon activité et d'intégrer un réseau d'entrepreneurs. Donc c'est pour cela que je me suis inscrite et je suis dans une bonne démarche. J'ai jamais participé à un concours de pitch, donc l'idée c'était vraiment d'apprendre à faire un pitch et également d'avoir des conseils en financement, conseils en images. Il y a eu beaucoup d'ateliers qui ont été proposés par la ville de Bemao. Donc c'était pour cette partie atelier, accompagnement et à la fin, le pitch. J'ai eu face à moi un jury bienveillant qui a accroché à mon projet. Mon projet, c'est de développer des formations ludiques en anglais et en espagnol sur le territoire. Et je suis très contente de cette expérience. Aujourd'hui, on se rend compte que les personnes qui ont le plus tendance à ne pas aller au bout de leur projet, à ne pas se sentir prêtes, ne pas se sentir qualifiées, ne pas se sentir légitimes, c'est souvent le public féminin. Et pour ça, il fallait juste leur rappeler qu'elles sont humaines au même titre que les autres, l'autre moitié de l'humanité que sont les hommes. Donc voilà. Voilà, donc l'entrepreneuriat au féminin, c'est pour toutes ces femmes qui contribuent au dynamisme économique de notre île. On va commencer donc à parler de l'événement qui aura lieu le 11 novembre sur Sainte-Anne, donc hommage aux ancêtres avec Thierry Didon qui est président de l'association Moonkika et Jolo, donc chercheur linguiste, égyptologue aussi. Cet événement qui aura lieu donc sur Sainte-Anne permet de faire un hommage aux ancêtres. Vous êtes venus déjà pour nous parler de cette journée. On va avoir cette ouverture un peu plus sur l'aspect des conférences avec Jolo. Quel message vous voulez faire passer à travers cette journée? Oui, bonjour tout le monde de Guadeloupe. Et c'est avec grand plaisir qu'à remercier Gadladis de recevoir nous aujourd'hui. Effectivement, c'est la 3e édition au hommage spirituel aux ancêtres.
Et c'est vrai que nous là pour honorer la mémoire de nos ancêtres et tous les vaillants guerriers. Donc nous avons commencé déjà par remercier la mairie de Sainte-Anne hein, qui a permis de nous faire manifestation à ça. Et aussi nous avons aussi un parrain, ma marraine, hein, qui reconnaît l'ancienne mairesse de Sainte-Anne, Marlène Captan. Et nous avons aussi M. Serge Glaude. Donc nous savons que gens à l'organisation à Le Gong, il participait de façon à créer manifestation à ça. Et aussi, nous avons aussi différents intervenants, mais surtout nous avons comment dire, à remercier Luc Hubert Séjean, parce que ça a fait 3e l'année, il a suivi nous et qui a fait nous confiance en tant que jeune association. Dernière fois, là, nous parler de cérémonie d'ouverture Naya Bingui, là, pour nous parler de plus d'aspects culturels et ces conférences qu'il y a dans ce journée-là, c'est pour ça Jolo là aussi. Pour qui ça c'est important de parler de l'histoire, culture, honorer ces ancêtres-là? Pour qui ça c'est important? Kilti, un peuple sans Kilti, sans peuple pas ni racine. Et nous savons que bon, bien souvent, bon, c'est vrai que à travers Kilti et nous, à travers Sanouye, nous à présent nous éveillés, nous savons que ancêtres nous pas que les Gaulois. Donc effectivement que nous savons qu'actuellement nous avons mené des nourritures pour l'esprit éveillé parce que nous avons une histoire nous quand même qui est assez qui ne nous pas connaître. Et c'est pour ça nous avons invité des chercheurs comme Djoulou hein, et aussi des jeunes de façon à aider nous aussi à prendre conscience des nourritures à l'esprit là ça. Et c'est pour ça j'ose dire du jour il vient aussi ces plateaux-là de façon à aider nous les jeunes, en tant que jeune association, à mieux faire nous comprendre les choses. Jolo, du coup, ton intervention au sein de cette journée, comment elle va se dérouler? Alors, moi j'ai une intervention dans l'après-midi. Ce que je veux dire d'abord, c'est que tout le fait qu'on voit de plus en plus les Guadeloupéens s'intéresser à la notion de l'ancestralité, c'est un très bon signe. Et un peuple qui se pose la question de son ancestralité et du soin qu'il doit porter à ses ancêtres est un peuple qui est en train de se réveiller et qui aussi est en voie de s'organiser. Et donc, il est nécessaire parce que toute civilisation repose sur un ancêtre commun à toute la communauté, ou alors que toute la communauté reconnaît comme un guide, comme un modèle, et qu'elle va vénérer à l'image même d'une divinité. Toutes les sociétés organisées qui se respectent ont des ancêtres. On vous parle bien de Clovis, du général de Gaulle, par exemple, pour la France. Ce sont des ancêtres. Donc, on ne peut pas se passer de tenir compte de cet aspect qui est fondamental pour la civilisation. Donc, un pays organisé a des ancêtres qu'il vénère. Voilà pourquoi on a le Panthéon en France et qu'on a aussi, par exemple, l'hôtel de la patrie, par exemple, en Haïti. Voilà. Et donc, mon travail consistera à exposer le lien que les éléments fondamentaux d'une civilisation entretiennent avec la thématique de la journée, c'est-à-dire la langue, puisque c'est un élément fondamental, puisque la langue consigne tout ce que nous avons été, tout ce que nous sommes et tout ce que nous serons. Bon, ensuite, on va parler un peu aussi de la société politique, comment elle s'organise autour de l'ancêtre, pourquoi on a telle ou telle pratique. Et on va voir aussi l'incidence de tout ça, parce qu'il y a des choses qu'on fait aujourd'hui sans en avoir conscience et qui relèvent justement de la société politique fondamentale, tourner autour des ancêtres. Et on va voir comment, sur le plan des célébrations qu'on a à longueur d'année, eh bien, tout cela est aussi lié à l'ancestralité, ce qui justifie vraiment la pertinence d'une manifestation comme celle du 11 novembre. Donc, en fait, ça veut dire qu'en ayant conscience du coup de ses racines, ça permet d'ancrer une société et de la structurer plus efficacement, c'est ça? C'est absolument ça. C'est-à-dire que
tout est fait pour qu'on soit un peu dans le déni de nos racines. Non, il faut les assumer. Le premier pas qu'un peuple doit faire, c'est assumer ses racines, quelles qu'elles soient. Et à partir de ce moment-là, il commence à s'organiser. C'est vrai, on a connu des épisodes durs dans notre histoire qui ne nous donnent pas beaucoup de fierté, hein, parce qu'on a été, pour beaucoup d'entre nous, dans une situation où nos ancêtres ont été maltraités, mutilés. Bon, enfin, je ne reviens pas sur les grandes pages de l'histoire. Mais malgré tout, il faut savoir surmonter cela. Et surmonter, ce n'est pas être dans le déni, c'est assumer. Ce sont nos ancêtres, on les reconnaît, on les honore. Et à partir de ce moment-là, c'est aussi l'estime personnelle qui remonte à la surface. Et donc voilà la pertinence d'une manifestation comme ça, l'hommage spirituel aux ancêtres. Donc cet événement va permettre d'aider les participants à se reconnecter à qui ils sont profondément, à l'essence même, c'est ça? Oui, et puis il faut dire aussi que ce n'est pas un effet de mode, parce que on a tendance à voir que, par exemple, entre 2009 et le mouvement qu'il y a eu pendant la période du Covid, il y a un mot qui est apparu, qui n'existait pas, enfin qui n'était pas mobilisé en 2009, c'est le mot ancêtre, c'est vrai. Alors on a pu penser que c'était un effet de mode. Non, il y a un véritable retour à la spiritualité ancestrale, quelle que soit la voie qu'elle emprunte pour ce retour. Et on l'a vu aussi très nettement, très récemment. Je vois l'exemple, par exemple, d'une personne comme Joël Ursule, qui est très ancrée dans la spiritualité. Elle a sorti un titre très récemment qui témoigne de cela, mais ce n'est pas un cas isolé. Non, il y a un véritable élan et une volonté d'assumer nos ancêtres, tous nos ancêtres. Donc l'hommage spirituel, c'est une façon de célébrer, d'accueillir et peut-être même de pérenniser, on va dire, des rites et des cérémonies. Tu en parlais justement de prendre conscience en fait que c'est des choses que nous faisons sont issues d'un héritage culturel. Oui, mais je dirais au-delà de ça, c'est même faire peuple ensemble, c'est-à-dire réparer les divisions. D'accord. C'est réparer les divisions parce qu'on arrive à ressouder tout le monde autour de valeurs communes. C'est ça. Et la première valeur commune qu'on a, ce sont les ancêtres qui se sont battus pour que nous soyons debout. C'est ça. Donc, alors, il y a la participation de Diolo, mais il y a d'autres conférences qui sont pendant la journée. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu des autres intervenants? Oui, tout à fait, parce que nous n'y... de trois monde qui décidé d'accompagner nous en l'élite de l'ASA et nous avons sur déjà. Donc il y a aussi Raymond Gama qui décidé de prendre part de ça aussi et nous savons, c'est un historien aussi qui est reconnu à Nagravouaï. Nous avons aussi David Ewosa qui a aussi qui a fait un bon travail. Nous avons aussi Bed Maiki, nous avons Tyran, nous avons Zayanai avec le groupe Kourouman. Donc, c'est des avis David Panama. Et nous avons aussi, comment on va dire, l'ancienne mairesse de Sainte-Anne, parce que c'est un monde qui militait à Sainte-Anne, mais qui militait aussi pour la Guadeloupe, et nous connaissons leur détermination dans l'esprit. Et aussi, M. Claude Serge Blode. Et lui aussi, nous tous connaître force patriotique pour le pays là, ça aussi. Il force notre admiration, hein, parce que c'est un homme qui a son âge, mais qui est toujours debout et qui est dans la transmission vis-à-vis des jeunes. Il transmet son savoir, il transmet aussi son analyse de ces 60 dernières années. Et je crois que quand un ancien parle comme ça, est prêt à donner, il faut être à l'écoute. Il faut être présent. Il faut être présent. Il faut être présent. Donc le 11 novembre à Sainte-Anne pour une journée qui est gratuite. Oui, c'est vrai, effectivement. Une journée là est gratuite. Et surtout, un big force aussi pour Sista Jaya. Parce que Sista Jaya, c'est lui qui parlait de, avant tout, nous avons fait un spirituel là, ça, pour Konaya. Qui était en Queen, c'était une jeune chercheuse élite qui travaille à l'entour à tous les négresses marronnes de la Caraïbe et des Amériques. Et Sista Jaya était connecté très proche et c'est lui qui vient parler d'elle et d'œuvrer, quoi.
D'accord, donc rendez-vous est pris. S'il y a des gens qui veulent venir, ils viennent directement sur place, il n'y a pas besoin de réserver, ou comment ça se passe? Non, mais l'entrée elle est gratuite et libre. Donc voilà, à Castor. Donc accès plage avant Midi Poisson, c'est ça, entre Midi Poisson et la pizzeria donc Camillo à Sainte-Anne. Tout à fait, tout à fait. Et aussi Zové, ni en numéro de téléphone 0690 93 23 43. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, mais ça ne peut pas rater. Et puis, qu'il y ait des signalétiques. Donc voilà, nous attendons les autres, voilà, Kenny manger sur place et puis voilà, tout est là pour vous faire nous passer une belle journée et pour nous sortir, comment on va dire, nourriture à l'esprit. D'accord, à partir de 11h. Bon, très bien. En tout cas, merci d'être venu parler de cet événement. On va faire notre première pause publicitaire. On revient tout à l'heure avec Monsieur Archimède qui va nous parler de son parcours et de ses œuvres. Pause publicitaire et on revient tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du ZCL et nous allons continuer notre émission avec Monsieur Pascal Archimède. Bonjour. Vous êtes auteur, formateur en langue, inventeur de la méthode musique en formation linguistique professionnelle et vous venez nous parler de ce livre, donc Histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap. Alors, bienvenue sur le plateau. Merci. Vous avez un parcours qui est riche à travers les œuvres que vous avez pu faire et aussi les institutions auxquelles vous avez participé comme la New York Public Library ou l'Université de Princeton. Enfin, c'est quand même... Waouh! Merci. C'est bien. Merci. On va déjà célébrer ça. Est-ce qu'on peut déjà commencer par parler de la partie musicale et de comment vous avez eu l'idée d'utiliser la musique comme outil d'apprentissage des langues? Alors on est avec un linguiste, bon peut-être oui, pourra faire le pont aussi. Mais quels sont les principaux fondamentaux de cette méthode? Alors l'idée, moi ce que j'ai remarqué, donc j'ai enseigné à tous les niveaux, hein. J'ai enseigné collège, lycée, primaire, là je travaille principalement, université aussi, je travaille principalement avec des adultes. Et j'ai réalisé qu'en fait plus on avançait dans l'enseignement et moins la musique était utilisée. Un peu comme si la musique c'était pas un élément sérieux. On ne pouvait pas mettre ça dans un cadre professionnel. Donc du coup j'ai eu cette idée d'inventer cette méthode. Donc c'est une méthode d'apprentissage des langues à partir de la musique, donc à partir d'une chanson ou d'une chanson d'artiste préféré de mes stagiaires, je mets en place un certain nombre d'activités afin de renforcer et de développer les 4 compétences linguistiques: compréhension orale écrite, production orale écrite. D'accord. Comment ça se passe en fait justement, on va pas faire un cours. On va pas faire un cours, bien sûr. Non, on va pas faire un cours, mais c'est juste pour expliquer un peu, on va dire, les points clés de cette méthode. L'idée, alors, c'est à partir d'une chanson préférée de mes stagiaires, je mets en avant un certain nombre d'activités afin de renforcer ces compétences linguistiques. Ça peut être, donc déjà, je vais travailler sur l'écoute. Ensuite, je vais travailler sur la thématique. Ça me permettra de rebondir sur de la grammaire, sur du vocabulaire, revenir peut-être aussi sur l'histoire de l'artiste en question. L'idée, c'est de vraiment... En fait, j'ai réalisé que la musique permettait d'harmoniser les 2 hémisphères cérébraux. Et c'est à partir de là que j'utilise la musique afin de renforcer en fait ces fameuses compétences. Vous avez remarqué un impact spécifique, je veux dire, sur l'apprentissage du coup? Est-ce que c'est plus facile? Oui, puisque de toute façon, la musique rétablit l'harmonie entre les 2 hémisphères cérébraux. L'apprenant est plus à l'aise et il apprend plus facilement. Vos ouvrages sont disponibles dans les bibliothèques et universités comme je disais à New York Library et de Princeton. Qu'est-ce que ça représente pour vous en fait d'avoir du coup ces ouvrages à l'international? C'est bien, c'est peut-être la preuve que le travail est conséquent, je dirais. Et voilà, en gros, je suis content. Il n'y a rien d'autre à dire en vrai. Hein, tout à fait. C'est satisfaisant. L'ouvrage, donc, l'histoire de l'Amérique noire et des plantations à la culture rap, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où est venue l'idée de ce livre? Bien sûr. Alors, j'ai fait des études en lien avec justement l'histoire de l'Amérique et l'histoire des Noirs américains et leur musique.
Et je me suis posé la question, mais pourquoi faut-il attendre d'arriver à l'université pour pouvoir avoir accès à un savoir, à l'histoire d'un peuple qui est si proche de notre histoire? Alors, comme tout à l'heure on en parlait, nos ancêtres les Gaulois, on apprend ça dès la maternelle. Et pourquoi faut-il arriver jusqu'à l'université pour enfin avoir des similitudes avec notre histoire? En sachant que de toute façon, nos ancêtres sont partis sur les mêmes bateaux, c'est juste la destination finale qui était différente. Oui. Et du coup, on a été divisés spirituellement, intellectuellement et linguistiquement. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit, bon, il va falloir que j'écrive un livre facile à lire, accessible à tous. Et ça a été en fait le point de départ de cet ouvrage. D'accord. Donc, ça parle de l'histoire du coup du peuple noir aux États-Unis à travers la musique. Donc, on part vraiment des walk songs et on va jusqu'au rap. Il y a vraiment tout un processus et c'est assez bien expliqué et détaillé. En plus, il y a, voilà, on parle de Malcolm X, de Marcus Garvey, de plein de choses. MC Hammer. Quel est l'impact de ce livre chez les gens qui ont pu le lire? J'ai eu de bons retours. L'ouvrage, donc, lui, a été rédigé en français et en anglais. À l'époque, en fait, où il est sorti en 2018. À l'époque où il sort, je vis à Paris. Et au niveau de la promotion, moi, j'ai une idée. J'ai trois mots en tête. Local, national, international. Donc, par local, je veux dire les médias communautaires qui ont fait le travail. Donc, pour citer France O, Tropique FM, Télé Sud, etc. Ensuite, des exemplaires sont envoyés aux médias dits mainstream nationaux. Pas de réponse. Peut-être qu'à l'époque, la poste ne fonctionnait pas. Et quelques mois après, je m'en vais. Et quelques mois après, je m'en vais aux États-Unis. Donc, l'ouvrage a été rédigé en français et en anglais. Et arrivé là-bas, donc, je contacte la communauté noire américaine. Et un premier article sortira dans le Tennessee. Cet article sera relayé le lendemain par la NNPA, qui est en fait le lobby de la presse noire américaine. À partir de là, donc l'article est relayé sur tout le territoire et à partir de là, il y a des contacts qui se créent avec des médias noirs américains. Du coup, des articles sortent dans pratiquement toutes les grandes villes américaines, New York, Los Angeles, Philadelphie, Chicago, etc. Et donc aujourd'hui, l'ouvrage est référencé à l'université de Princeton. Donc c'est comme ça que cet ouvrage s'est retrouvé à Princeton. Donc, vous avez collaboré avec beaucoup de gens, beaucoup de médias. Est-ce que ça vous a enrichi, en fait, au niveau de la culture afro-américaine, déjà, sur les perspectives qu'on peut avoir à notre échelle, déjà, et après, au niveau américain? On va en parler peut-être de l'élection de Trump dans tout ça. Est-ce que ça va pas... Et quel est l'impact que ça pourra avoir sur notre, on va dire... je ne sais même pas comment dire ça, la culture afro-américaine, on va dire ça comme ça pour l'instant. Alors clairement, en plus d'être auteur et formateur en anglais, je collabore aussi avec un média qui s'appelle Nofi, c'est un média en ligne. Donc Nofi, en gros, c'est 1,3 million d'abonnés sur Facebook, c'est 260 000 sur Instagram. Et moi, je suis en charge d'écrire des articles et également, je suis également en charge des interviews. Donc pendant que j'étais là-bas, j'ai eu l'occasion d'interviewer un certain nombre de Noirs américains, Jada Pinkett Smith, l'équipe du film Black Panther et également Tito Jackson qui nous a quittés dernièrement. Et donc du coup, mon objectif vraiment, c'est de nous mettre en lien avec justement cette communauté de manière à ce que nous... Comme il disait. Comme il le disait tout à l'heure, vraiment de manière à ce que nous réunifions, quoi. C'est vraiment ça le travail que je fais. Donc effectivement, j'en ai beaucoup appris à leur contact. Et l'idée pour moi, en fait, c'est de les interviewer, de leur donner la parole et de manière à vraiment nous reconnecter, en fait. On parle vraiment de reconnexion. Du coup, vous faites des ateliers ici aussi, vous en avez fait au Musart, auprès des enfants. Comment c'est accueilli à leur niveau, déjà tout petit, bon, plus grand aussi, mais pour les petits? Alors encore une fois, l'idée c'est d'utiliser la musique comme un outil d'apprentissage pour apprendre. Et effectivement, les conférences ainsi que les ateliers, je pars en fait je replace le contexte historique, social dans lequel chacune de ces musiques a été créée et on écoute de la musique. Donc je réussis en fait à rejoindre la culture, la transmission et la musique.
Ok, donc ça permet d'intégrer plein de concepts. J'imagine pour les enfants, c'est très formateur. En même temps, ça redonne un peu de sens à l'histoire du noir et du noir américain, j'imagine. Est-ce que les étudiants, ils sont motivés dans cette recherche, plus connectés maintenant, on est hyper connectés, mais dans ce processus d'apprentissage, est-ce que pour vous, pour ce que vous voyez, ça leur permet d'intégrer un peu plus la culture qui sont en fait? Alors pour le moment, moi j'ai de bons retours. L'idée c'est que la prochaine fois que vous m'inviterez, promis, je viendrai avec quelqu'un et on leur donnera la parole. Ce sera avec grand plaisir. Un grand plaisir. Vous avez des projets futurs? Alors déjà, demain, je présente le livre donc à l'Arawak, donc le jeudi 7 novembre à 18h30. Donc c'est déjà un projet plus qu'imminent. Oui, on va dire et présent. donc demain, en fait, j'invite vous aussi bien sûr, je vous invite en fait à retracer l'histoire de la communauté noire américaine en musique. Donc on partira des work songs, donc les chants de travail sur les plantations, pour arriver jusqu'au rap, en passant par des musiques telles que le jazz, le blues ou encore le gospel. Donc rendez-vous est pris 18h30, j'imagine que l'entrée est gratuite, mais consommation payante. Oui, alors entrée libre, consommation payante, et il y aura des ouvrages sur place disponibles, donc avec une séance de dédicace est prévue. D'accord, très bien. Merci en tout cas d'être venu. Et un livre à se procurer, j'imagine sur place, on pourra en acheter? Sur place, oui, il sera disponible sur place. D'accord, très bien. Merci en tout cas d'être venu. C'est moi qui vous remercie. On va rester dans la linguistique et justement avec Jolo, on va parler du nom de l'Égypte dans notre langue, générique, et on voit la suite avec Jolo. Alors, Jolo, on va parler Wuchikam, j'imagine, c'est ça? Oui, nous allons parler Wuchikam, mais bon, Tini, un grand sage africain qui a dit que si tradition en nous authentique, origine là, nous devons trouver loin à dans temps là. Et là, il a dit ça, il a pris en exemple assis l'Égypte, puisqu'il c'était en langue marquée, donc tout ça nous a vivre, tout ça nous a vivre là. D'autres gens vivent en autre genre avant nous. Et ils ont marqué. Donc, je l'ai fait un petit parallèle, puisqu'il nous a si chemin à comprendre qui Jean Langue nous construit. Vous voyez, racine là, choukamo, pour nommer l'Égypte là, qui Jean Kai Divini et qui Jean il a manifesté dans Langue nous. Mais avant ça, il faut commencer par expliquer qui l'Égypte, qui Jean a créé. Et Kaïbaï, et à partir depuis on fait ça, et bien après nous pouvons voir qui ça bon. Allez, on y va, on doit aller. Alors, nous, pays l'Égypte et nous, qui relation? Alors, premier bitin nous qu'à voir, c'est que l'Égypte, c'est un pays qui a surprendre dans le monde, puisqu'ils n'ont le bitin nous pas connaître dedans. Qui n'ont un pays là? Eh bien oui, c'est ces caractères-là, ça qu'ils ont qu'à voir, c'est 4 symboles qui t'ont servi pour nommer l'Égypte. Donc, il y a dit Kama ou bien il y a dit Kémé. Donc, ça veut dire que quand ici dedans, des parfois, nous pas nommer tout le même genre. Mais c'est signe-là, ça qui a intéressé nous, c'est lui nous qui a essayé de comprendre pour qui bitin scribe là prend signe-là ça et il mettait devant. Et qu'a dit ça en relation avec non à l'Égypte. Le premier bitin nous avons c'est qu'il est en relation avec Oulen là puisqu'il c'est il a dit c'est un morceau charbon, d'autres qu'a dit c'est qui est en crocodile. Et nous avons qu'il y a un lot de amis on l'autre manifestation à même signe là dans la langue égyptienne et qui veut dire noué. D'accord, donc il y a une relation avec Oulen. Mais c'est signe là ça qui a intrigué nous parce qu'il nous besoin comprendre. Et nous avons en réalité qui il a représenté qui est en crocodile, mais aussi on bête qui a crié atterrure, porc et pique. Et nous avons qui sont bêtes qui n'y ont dos en genre spécial. Quand il y a dans le là ça, c'est un paquet piquant. C'est ça qui a intéressé nous pour nous ça comprendre pour qui bitin nous arriver qu'à nommer un pays avec symbole là ça. Alors, kem c'est un mot qui veut dire marée, qui veut dire coude ensemble, qui veut dire sembler, qui veut dire mailler, qui veut dire ensemble. Pour qui bitin?
Puisque piquant là, mio en période à la préhistoire. C'est ça qu'ils ont à laine, son point qui a servi pour coup de tuile. Et ils ont servi depuis en temps la préhistoire pour Kibitin, parce qu'avant, on a commencé à faire linge avec coton et tout ça, ils ont été coup de peau à bête pour ils mettre ici. Donc, question à marrer habiter ensemble, eh bien, vin servi pour, comme concept pour nommer tout ça qui a fait en réunion, ensemble, solidarité. Donc, en réalité, piquant à bête là ça, eh bien, il vient trouver potomitan à qui Jean pour parler d'unité. Bon, attention, pas approcher trop près, parce que piquant là, il n'y a pas qu'à jouer. Léopard là, ça, si poignon, pas monde qui peut porter sous coup, il est mort, puisque c'est tout corps est piqué, parce qu'il essaie qu'un bébé là pour manger. Et bête là, eh ben, il a défendu, il a un coup de quai, bête là plein piquant. Et donc, ces concepts-là, ça, qu'ils ancêtres nous traduit ici dans l'angayo, et sont soit en bout à vertèbre, ou soit en piquant. D'accord. Bon, à présent, nous avons évoqué Jean-Yokan nommé bête là. Eh bien, non, bête là, c'est kémé. Hein, vous voyez, en disant comme ça, non à l'Égypte, c'est kémé. Et c'est aussi non à piquant là. Kémé, kem, c'est non à piquant là. Donc, nous avons commencé à voir que ça a caché en l'eau information. Et c'est moi possible pour dire ouais, charbon, ça qui cuite. D'accord? Donc, nous avons vu que non à bête là, non à piquant là, c'est aussi moi pour dire zié là et pour dire aussi coulen ouais là. Bon, si je t'ai cherché ça, si égyptien, si c'était africain ou bien c'était européen, en tout cas, ça ne veut pas dire blé, hein? Ça veut dire noué. Donc, il s'est coulé à zié à yo. Donc, information. Donc, ce qu'on voit, kama, kam, komo, kem, c'est même mot-là pour dire noué, mais c'est aussi non à l'Égypte. C'est aussi non à l'Égypte. Mais l'Égypte, ce n'est pas rien qui dit le pays des Noirs. Si nous dit ça, nous ne pouvons pas passer à côté en l'eau information. Question assemblée là qu'a montré nous qui mot pour dire noué, c'est mot pour dire charbon, c'est même mot pour nommer là, mais c'est mot pour nommer aussi ces Égyptiens là. Kemiou, en fait, nous qu'a dit Kemiou, mais par exemple à Haïti, il a dit c'est Kemiou pour dire ces Égyptiens là. C'est là qui pourra nous là, mais c'est là qui vivre dans un système politique là, tout le monde ensemble, solidarité, partage, tout partout, d'accord? Et donc, si nous avons une organisation, nous avons un chef. Donc, il faut nous voir là qui a coup de pays là. Oui, pourquoi nous avons parlé de là qui a coup de pays là? Parce que c'est mission à chef là. Fait de façon pour pays là, toujours conserver unité. Donc, nous avons un mot pour dire coude, hein? Koum, c'est mot pour dire coude. Hein? Et nous ni par exemple évolution à moula qui cabra nous fuma, mfoumi pour dire couturier, mais c'est aussi mot pour nommer chef là. Hein? Mukama pour dire chef là, mukuma pour dire chef là, mfumu c'est non à chef là. Et première conséquence qui s'annie, c'est que nous avons qui mot pour dire chef là. Mot pour dire coude, sabanou, mot, méfond, méfara, fumon, fiumo, fiumier. Donc, c'est le nom de famille, ça aussi. Non, mon Guadeloupe. Mais qui en relation, ça veut dire c'est ancienne lignée royale. C'est ça. C'est moun qui ont déporté, mais c'était des chefs. Nous savons qui ont eu qu'à faire pour détruire un pays ou qu'à partir avec élite là, élite royale là, ou qu'à couper tête à pays là. Et tenions un symbole pour représenter pays là. Et donc, faut nous questionner ce symbole-là, ça. Bon, on va chercher qui j'ai eu qu'à crier non à Mouchamiel là, et ok, voyez ça. Pour qui j'ai choisi Mouchamiel là? C'est parce qu'ils sont bêtes, et bien, toute reine, qui n'y a reine, organisation sociale à ces bêtes-là, qui n'y a reine, et tout restant là, qui a obéi. Tout le monde, chaque monde qui a fait ça pour y faire à dans Nishmiel là, mais pas ni babier, pas ni géré, tout bita organisé, et tout qui a respecté. Et bien c'est le même système là qui y mettait, et donc ça veut dire que c'est une société qui était bien organisée et qui prend modèle à la nature, puisque la nature apprend à nous marquer, apprend à nous lire, apprend à nous parler, donc elle apprend à nous aussi qui gens pour nous vivre. Donc c'est un système à solidarité partage, parce que manier mouchamiel ou kaway tout kavinsio, donc kaway Alexandre Dumas a dit un pour tous pour un, c'est ça hein. manier tout. Donc Monsieur Orapolin t'a expliqué nous ça. Eh bien, nous avons vu que non à Mouchamiel là, c'est koumi, c'est komi. Mais c'est aussi mot pour dire on ferme, qui veut dire organisation, là, tout le monde qui a levé bête, qui a planté, manger. Mais ça veut dire aussi campagne. Hein? Et ça veut dire aussi pays.
Donc, il y a dit par exemple Koumi, pays, mais il y a dit aussi Gouma, pays, région. Eh bien, c'est ça qu'il y a dit aujourd'hui là. Hein. Iptako Gouma, là, il y a parlé des autres du Sahel, c'est ça, Gouma, pays, région. D'accord? Et donc, histoire nous qui est tellement loin là qu'à rejoindre nous aujourd'hui là en 2024. Bon. Alentour à Mouchamiel là. Il faut nous dire aussi que Mouchamiel là, c'est ça qui a vu la fleur de lys en France, hein, pour nommer chef là. Et il faut nous chercher aussi chiffre à unité là, puisqu'ils sont organisations politiques, mais c'est en unité. Sont sociétés politiques qui ont unité. Et quand on est alentour, on chiffre qui c'est chiffre 100. Qui j'ai encore créé chiffre 100? C'est Kémé, c'est Kama, qui c'est non à l'Égypte. Hein? Bon, et là, on fait addition là. Yon, 0, 0. Kabaou yon, qui c'est unité là, qui c'est non à Walla, qui c'est non à pays là. Donc, au cas ça a traduit en organisation sociale. Et mot pour dire 100, c'est mot pour dire pays là. Donc, Kama, c'est 100, Kémé, c'est 100, mais aussi c'est non à l'Égypte. Kama ou Kémé. D'accord? Ça dépend de là où tu es vivre ou tu es nommé. Et donc, pour nous bout, on nous voit que Jean Kam là, ça développé dans l'Angandou. Eh bien, c'est ça qui fait, c'est nous qui dit Kembe, qui veut dire Kembe résister marée, Kumbit ou Kombit, qui veut dire travail ensemble, donc unité, Koma ou Koma, qui veut dire ces sections-là qui en hauteur là, Koma Zabim, Koma Pointe-Noire, Akoma Moule, c'est toujours en bitin qui veut dire montagne et qui veut dire aussi village, donc village qui prend haut, Koma Zabim et Koma Pointe-Noire. Kamo, parole, une parole qui nous a quimbe ensemble. Parce que c'est au cas tricoter ces paroles-là. Kam, ou bien Gama, qui c'est nom à mon Guadeloupe, d'accord? Gama, c'est nom qui veut dire l'Égypte, c'est un nom africain, égyptien qui veut dire l'Égypte. Et nous avons aussi Campo, fait un petit posé, qui veut dire, on prend tout sens ça, assembler toute force ça ensemble. Ça va nous aussi à un niveau mystique, Kemboise. D'accord? Puisque c'est bien qui a fait en OSC. D'accord? C'est bien qui a fait caché. Bon, ça va nous aussi Comboche, hein, ou Comboche, qui c'est complice. Et ça va nous, bon, nous a dit Campo ou bien Campé. Donc, ça c'est détroit, parce qu'il nous peut développer encore, parce qu'il y a des mots qui évoluent, M là, vinon N, c'est tout on travaille pour reconstruire. Mais c'est pour faire nous comprendre que le concept à unité là, eh bien, c'est ça. Et si c'était pour nous nommer l'Égypte là, il y avait une mutation phonétique qui arrivait. Il y a dit Kembe en temps à yo, aujourd'hui, il faut nous dire Kembe. D'accord? Oui. Parce qu'il y a un ion B qui vient rentrer dans le mot là. Donc, nous pouvons dire aussi qu'un Kembe, c'est un système politique, au-delà, ni solidarité et partage, tout le monde qui travaille ensemble, et il y a répondre et respecter l'autorité en chef qui compte en Mouchamiel, puisqu'ils n'ont pas essayé, non, en Mouchamiel là aussi. Il bouge de là. Wow, intéressant, magnifique. Merci en tout cas pour ces recherches et les connexions qu'on peut avoir. C'est magnifique. Je trouve ça incroyable. Donc, Ibout, nous avons un petit campo. Oui, nous avons un petit campo. Mais il faut en dire des petits mots quand même rapidement. Peut-être nous avons une occasion contrée. Semaine prochaine, nous allons recevoir professeur Akiri Silla, qui est un professeur lettres qui a travaillé à l'université Cocody. Et il a fait 2-3 belles conférences. Mais nous avons basé notre programme là. Dans ces jours, au soir là même, dans programme là, et notamment en conférence qui a raconté qui genre de hiéroglyphes ils ont créé alphabet là nous connaître là, mais non on note encore non c'est Bia la stylectique de la femme en politique. Et ben il a raconté qui j'en forme depuis nan en politique et qui rôle il était qu'à jouer et tout ça. Donc en cas dit bon si vous voulez contacter moi pour information là c'est 20 67 16 06 90 20 67 16. Mais son conférence intéressante comme des autres vraiment son gros potomitan à recherche à six langues et à six histoire à l'humanité avec langue à l'Afrique, donc langue égyptienne et d'autres. Et donc, qui date ces conférences? Donc, nous avons commencé le 14, 15. Voilà, c'est ça. Où ça, aux Abîmes? Non, nous avons 6 Abîmes, Zabim et la Pointe. D'accord. Bon, mais nous avons c'est tout le détail là, en commencement à la semaine là, précision là. Ouais. Merci beaucoup. On attend avec impatience. Merci beaucoup. On va faire notre deuxième pause anti-campo et on revient tout à l'heure avec Martine Fazer. Ensuite, avec Élise Zénon, on parlera de l'instant fruit à pain et Nancy Duflo, on parlera de community management. À tout à l'heure.
Nous voilà de retour sur le plateau du ZCL. On va recevoir tout à l'heure nos différents invités qui sont déjà là. Donc Martine pour sa chronique La culture selon Martine. Bonjour. Bonjour ma chère Imane. On va parler ensuite avec Élise Zénon de fruits à pain et justement pourquoi il n'y en a pas assez dans les cantines. Bonjour. Bonjour. Et avec Nancy Duflo, il s'agira du RAG qui aura lieu le 15 novembre. Elle va intervenir en tant que community manager. Bonjour. Bonjour Imane. On va revenir rapidement sur l'actualité et parler de la conférence de presse qui a eu lieu avec la procureure concernant les infanticides de Sainte-Rose, donc un drame effroyable qui a secoué vraiment toute la Guadeloupe. Et une conférence de presse a permis de faire le point sur cette affaire, sachant que la mère de ces enfants a été internée en psychiatrie. On voit un reportage d'Olivier Félix. Merci déjà d'être venu donc pour ce point presse sur le double infanticide qui a eu lieu donc cette nuit à Sainte-Rose. La gendarmerie est intervenue à la demande du père de la famille vers 3 heures suite à la découverte donc des corps sans vie de ces 2 enfants à son domicile. Ces 2 enfants âgés de 1 an et 4 ans et demi étaient découverts décapités. La mère des enfants en état délirant errait dans la rue. Elle était entièrement nue et à ce moment-là, quand elle a vu les gendarmes, donc elle s'est précipitée sur les gendarmes qui l'ont maîtrisée. Elle a été conduite au CHU où une incompatibilité avec la garde à vue a été posée. Elle a dès lors été hospitalisée sous contrainte. L'enquête pour meurtre sur mineur de 15 ans a été ouverte et confiée à la brigade des recherches de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre. Sur les lieux ce matin étaient présents, donc, outre les enquêteurs, donc officiers de police judiciaire, les techniciens d'investigation criminelle pour réaliser les premières constatations sur les lieux. Étaient également présents le médecin légiste ainsi que le magistrat du parquet de permanence. Les 2 corps vont faire l'objet d'une autopsie demain et après-demain. Une arme blanche a été trouvée sur les lieux et sera analysée. Le domicile était en très grand désordre à l'intérieur du logement. La famille était inconnue de la justice, que ce soit au pénal comme en assistance éducative. Effectivement, nous avons été appelés à 2h49 précisément cette nuit pour une disparition d'enfants et nous avons engagé la patrouille de la gendarmerie de Sainte-Rose immédiatement qui est arrivé sur les lieux à 3h20 et nous a confirmé le double homicide à 3h25. Concomitamment, en fait, à 3h30, on nous signale une personne en déambulation, une femme en déambulation dans les rues de Sainte-Rose. Donc c'est à ce moment-là que nous envoyons une seconde équipe pour procéder à l'interpellation que nous faisons donc à 3h45 en faisant usage du fait de l'état de délire de la personne. Nous sommes contraints de faire usage du pistolet à impulsion électrique. Voilà, et outre les personnels que j'ai cités, évidemment, comme a dit Madame le procureur, la brigade de recherche de Pointe-à-Pitre a été saisie et nous avons aussi avisé la section de recherche de Pointe-à-Pitre, qui est l'unité de police judiciaire la plus, qui gère les enquêtes les plus complexes pour appuyer la brigade de recherche avec ses avis techniques. Voilà, nous avons évidemment engagé de gros moyens sur les constatations parce que en matière de police judiciaire, une affaire n'est jamais évidente et donc nous avions énormément de procédures à lancer tout de suite dès la découverte des faits. Voilà, donc un drame qui bouleverse toute la Guadeloupe et on espère avoir les investigations qui pourront mettre toute la lumière sur cette affaire. On va parler des rencontres de l'audiovisuel avec Nancy Duflo qui va nous parler de son travail de community manager et de son implication durant cette journée qui aura lieu, on rappelle, le 15 novembre au Jardin de Guadeloupe la Première. Donc bonjour Nancy. Bonjour Imane. Rebonjour. Est-ce que tu peux nous parler de ta structure qui est en lien avec l'audiovisuel ?
Alors, je suis la créatrice de ND Communication. C'est une entreprise qui a vu le jour il y a 3 ans. Donc, j'exerce en tant que community manager freelance. Voilà. Donc, en fait, mon objectif et mes missions principales sont simplement d'accompagner les entreprises, les jeunes entrepreneurs, les petites structures aussi également, à améliorer leur visibilité sur les médias sociaux. Pourquoi c'est si important maintenant? Alors, c'est si important pour moi parce que je suis ravie que tu poses cette question, d'accord? Parce que ça a été un déclic pour moi. Pour revenir un petit peu à l'histoire, c'est simplement parce que mon père avait une entreprise dans la restauration et c'est moi qui m'occupais des réseaux sociaux. Et puis, avec la crise sanitaire, ça a été le déclic, mais je me suis dit, mais en fait, si lui, il est dans une difficulté pour pouvoir communiquer et garder le contact avec ses clients, c'est qu'il n'est pas tout seul. Alors, en fait, à ce moment-là, j'ai mûri mon projet. Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis lancée dans ce domaine de community manager. Donc, au sein du RAG, tu vas intervenir et présenter ce métier. Est-ce que tu vas avoir des animations ou une conférence? Comment ça va se passer? Alors, ce sera sous forme de conférence, c'est-à-dire, en fait, je serai face à des étudiants, des lycéens, aussi également des collégiens. Il y aura aussi également des personnes qui seront en reconversion professionnelle. Donc, en fait, j'invite aujourd'hui toutes ces personnes, les étudiants, tout le monde, qui seraient intéressés par le métier de community manager, déjà dans un premier temps, et puis qui voudraient avoir plus d'informations sur ce métier qui est en vogue, si je peux le dire. Oui, c'est très la tendance maintenant. Très à la mode, oui. Et puis, en fait, je vais intervenir sur 3 points. Alors, le premier point, ce sera principalement de présenter les missions, qu'est-ce qu'un community manager, les différentes missions qu'il pourrait avoir au cours de son activité. La deuxième chose aussi, je mettrai en avant aussi les compétences à avoir, parce qu'il faut avoir des compétences professionnelles, des compétences personnelles, de relationnelles, les compétences techniques et aussi des capacités au niveau informatique aussi également. Et puis, je finirai aussi également d'en parler sur les débouchés qu'il pourrait avoir en Guadeloupe, quels seraient en fait les débouchés, et puis comment devenir community manager avec les formations qui pourraient exister, et puis aussi les différents statuts, parce qu'il y a un community manager freelance, c'est-à-dire un community manager à son compte, en agence aussi également, et qui pourrait travailler pour une entreprise également. Donc, c'est plusieurs statuts qu'un community manager peut avoir. Et moi, principalement, je suis community manager en freelance. Et ce serait dans cet objectif que j'inciterai la jeunesse guadeloupéenne à découvrir ce métier. Voilà, ce serait ça. Alors ça, on va dire, parmi les nouveaux métiers, est-ce que c'est accessible à tout le monde ou est-ce que tu as dit jeunes ou en réinsertion, est-ce que c'est que des jeunes ou bien des personnes plus âgées peuvent être community manager? Alors justement, mon but pour moi, c'est vraiment de démystifier un petit peu je peux dire, les on-dit qu'il pourrait avoir sur ce métier. Alors, le community manager, il faut retirer ça de sa tête, c'est pas un métier de jeunesse, c'est pas un métier de jeunes. Bien évidemment que c'est chiffré que c'est un métier qui intéresse la jeunesse parce que c'est les réseaux sociaux, c'est tout à fait normal. Mais aussi les personnes qui sont en reconversion professionnelle, ils ont tout à fait leur place dans ce métier parce que c'est un métier qui demande, c'est une stratégie de communication qu'il faut mettre en place. Il faut avoir des compétences claires et nettes il faut être très bien dans sa tête. Et puis, en fait, pour pouvoir, parce qu'il y a vraiment plusieurs choses à faire, stratégie de communication, réseaux sociaux, contenu, comme j'ai pu expliquer dans mes précédentes chroniques, il y a vraiment pas mal de choses. Les compétences et puis aussi tout ce qui est données, analyse de données, c'est vraiment très vaste ce métier. Et en fait, mon objectif, ce sera vraiment de démystifier tout les petits mots qu'ils puissent avoir. D'accord. Donc, toutes les informations seront disponibles le jour même, donc le 15 novembre, dans les jardins de Guadeloupe, la première pro, le RAG, dans le salon des métiers de formation audiovisuelle. Voilà. On peut encore s'inscrire? Oui, bien sûr. On peut encore s'inscrire sur WhatsApp. Alors, il y a un numéro de téléphone, je vais le donner, 06 90 29 03 73, donc par WhatsApp ou par mail aussi. C'est ça. campusluminance@gmail.com. Vous pouvez vous inscrire en donnant vos noms et prénoms. Voilà.
par WhatsApp. Donc je répète 06 90 29 03 73. En tout cas, merci Nancy. Merci. Donc vous allez me rejoindre sur le chapiteau vert. Chapiteau vert, vous aurez toutes les réponses concernant le community management et toutes les possibilités et débouchés qu'il y a par rapport à ce nouveau métier. Merci. C'est ça. Merci. Alors, on va enchaîner avec notre chroniqueuse Martine. Oui. Bonjour Martine. Rebonjour Iman, comment ça va? Tu vas nous parler de culture. Je vais vous parler de culture, ben oui. Selon Martine. Incroyable. Incroyable. Générique. Eh bien, écoutez. J'adore. Bonjour Iman, rebonjour Iman et bonjour aux téléspectateurs, aux téléspectatrices et à nos auditeurs, à mon fan club. Je vous salue tous, toujours ravis de vous retrouver dans la CSM, donc la culture selon Martine. On va pas faire la blague. On non, fait pas. On la fait non, pas. Non, parce que toi, ça y est, tu as compris que c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Ok, on y va. Donc voilà, donc on y va. Aujourd'hui, dans mon sommaire, je vais vous parler d'un personnage et puis il y aura un petit peu un appel à projet, un rappel surtout, et puis enfin un agenda sur certains projets que j'ai retenus pour vous. Tout d'abord, le personnage, il est évident que je devais parler de ce personnage. Il s'agit de Quincy Jones. Qui ne le connaît? Eh bien, c'est une véritable légende que Quincy Jones, il vient de quitter cette terre, il va tutoyer les étoiles et il le mérite bien compte tenu de sa carrière. Il avait 91 ans et il est né en 1933 à Chicago, à Los Angeles et il est mort un 3 novembre. Qui était ce grand auteur, compositeur, arrangeur connu de la terre entière qui a permis de vendre des milliers d'albums? Eh bien, il était tout d'abord trompettiste, arrangeur, compositeur, réalisateur, producteur. Il est né à Chicago, je l'ai dit, il connaît malgré tout une enfance très très pauvre dans une famille très difficile et il est difficile à ce moment-là de percer. Mais voilà, il a déjà cette petite fibre qui est là et c'est vraiment, il commence à s'intéresser à la musique lorsque ses parents leur permettent de s'installer à Seattle. Et donc à partir de là, il devient un peu autodidacte au piano, il apprend la trompette à l'école. À 13 ans, il reçoit des cours déjà de Count Basie et à Seattle parce qu'il voit ce concert et ça s'enchaîne. Il fait la connaissance de Red Charles, qui est un petit peu plus grand que lui. Ils forment un groupe dans un premier temps, qu'ils fonctionnent ensemble. Il intègre ensuite un groupe de Lionel Hampton, trompettiste, arrangeur, et puis il gravit comme ça rapidement toutes les étapes de New York à Seattle, et en passant par Los Angeles, partout où il passe, eh bien, la musique l'habite. Et donc il commence aussi avec des groupes comme Sarah Vaughan, cette chanteuse, Count Basie, je l'ai dit, Dinah Washington, Red Charles, etc. Et lorsqu'on a toute cette formation, que devient-on? Eh bien, une personne incontournable. Et c'est en 1956 qu'il croise déjà Dizzy Gillespie. Là, cette fois-ci, c'est le jazz avec la trompette. Il devient directeur musical d'un big band et il continue. Son style semble couler de lui-même tout seul entre le blues et le reste. Et donc, c'est tout cela qui l'amène à faire des arrangements et à rencontrer qui, je vous le donne en mille, Michael Jackson, bien évidemment. Il signe avec lui, puisque Michael cherchait donc son éditeur. Et là, il travaille sur plusieurs albums qui ont fait le tour du monde, qui ont fait des milliards de vues. Et c'est autour de Michael Jackson, évidemment, que nous avons ces grands titres que produit Michael Jackson, Off the Wall, 5e album de Michael Jackson, mais également des musiques comme Thriller en 1982. Et là, Thriller, c'est le jackpot. Et puis, il travaille aussi sur Bad. Et enfin, il travaille également sur des films comme La couleur pourpre avec Steven Spielberg. Donc vous voyez que cet homme, cette légende de la musique a fait le tour du monde et il a fini au Festival de Montreux en tant que directeur artistique en 1991 par exemple, mais avec d'autres choses encore. Et enfin, en 2001,
il est fait commandeur de la Légion d'honneur par Jacques Chirac et ça, en France. Donc il a fait une tournée mondiale. Il est mort le 3 novembre dernier, à 91 ans, mais sa famille dit que c'est une grande légende qui a bien vécu, qui a rempli complètement cette mission qu'il s'était donnée sur cette terre, musicale, et qu'on lui souhaite vraiment bon vent au travers des étoiles, puisque c'est une étoile de plus, non pas sur les routes de comment dirais-je, de Hollywood, mais là-haut au firmament. Super, merci. Est-ce que tu as un petit agenda à nous Oui, partager, absolument, absolument. Je rappelle juste très rapidement que pour toutes les personnes qui sont dans la culture, dans les projets, c'est le moment ou jamais, avant le 17 décembre, de déposer vos projets à la DRAC pour tout projet artistique, puisque vraiment, c'est des aides que vous pouvez obtenir, des subventions. N'hésitez pas, avant de préparer ce projet et de le déposer, de rencontrer le responsable des affaires culturelles, de tout ce qui est art visuel, etc., à la direction des affaires culturelles, donc à Basse-Terre, de sorte de vous aiguiller, de vous accompagner dans la production de ce projet. Très bien. Et enfin, donc, Festival Transcendance, c'est en Guadeloupe, c'est en ce moment, mais tu connais. Oui, on l'a reçu hier. Tu l'as reçu, voilà. Ah oui. Donc parfait, du 1er au 16, j'y serai en tant que membre du jury. Je vous recommande ce festival qui est à sa 11e édition et avec notre ami JP Papillon qui se bat et se débat entre la France hexagonale et la Guadeloupe pour faire vivre toutes les danses. Et c'est Transcendance, donc je vous recommande. Donc la finale, c'est le 15 et c'est au hall Paul Chonchon. Désirada. Enfin oui, libre. Oui, c'est là, c'est maintenant. Oui. Normalement, vous devez aussi la recevoir, je crois, jeudi. Bientôt, oui. Mais c'est le vendredi, donc à la salle Ciné-Théâtre de Lamentin. C'est demain pour les seniors au Moule, à la salle Robert Loison. Il y a encore des places disponibles. C'est avec Nathalie Kouali et David Blamèble pour Enfin libre Désirada. Je l'ai vu au Moule. Bien sûr, je le vois puisque je m'occupe de sa communication un petit peu. Mais c'est une pièce extraordinaire. Et elle est extraordinaire dans ce One Woman Show, entre guillemets, où elle interprète 3 personnages. Je ne vous en dis pas plus. Et puis, Cirque Métis Goa, ça aussi, c'est un agenda, c'est le cirque dans tous ses états. C'est une édition qui est particulière, où vous allez avoir le cirque dans tous ses états hors les murs pendant plusieurs jours, le 9 novembre à 19h30, façade de l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre, et plein d'autres dates. Allez sur le site internet de Métis Goa, vous aurez toutes les informations. Et je vous dis à la prochaine. Merci Martine pour cette chronique. On va terminer notre émission avec Madame Élise Zénon qui va nous parler de fruits à pain. Vous êtes diététicienne nutritionniste et vous êtes ici pour nous parler de pourquoi il n'y a pas assez de fruits à pain dans nos cantines. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé justement à parler de ce fruit qui n'est pas dans nos restaurations collectives? Voilà, je suis aussi membre de l'association Nouvelle Voie au Lamentin, où dans cette équipe, on travaille de façon à ce que les Guadeloupéens puissent manger autant qu'ils veulent du fruit à pain. Et on se rend compte que progressivement, qu'au niveau des restaurations scolaires, les enfants n'en mangent pas suffisamment. Si on est sur la grande terre, le fruit à pain est plus fréquent. Et quand on va vers la basse terre, il y en a de moins en moins. En fait, il y en a de moins en moins, pas forcément parce qu'il n'y a pas suffisamment de fruits à pain disponibles, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de producteurs, de sociétés qui nous proposent, parce qu'il faut une moussirette pour avoir des fruits à pain. Pourtant, on voit des fruits à pain partout, on a l'impression que c'est disponible pour tout le monde en fait. Mais il y a des situations de marché où il faut acheter le fruit à pain, il faut avoir la traçabilité de ces produits. Et donc, lorsque nous avons 1 ou 2 producteurs qui en font, il n'y en a pas suffisamment pour couvrir 1000, 2000 plats. Donc, il y a des astuces que nous trouvons. Exemple, aller vers le bébé-lait. C'est-à-dire, il y a d'autres aliments, des pois, du giroumon, des dombrés, voilà, qu'on va ajouter des patates douces ou d'autres légumes. Et le fruit à pain sera en quantité présente, mais pas suffisamment en avant. Et on n'a pas la possibilité d'avoir suffisamment pour réaliser les nouvelles recettes qu'on voudrait bien mettre en place. Et aussi faire découvrir autrement, d'autant plus que c'est un aliment que peut avoir sous la forme de farine, qui peut concurrencer totalement le pain qui vient de l'extérieur. Et nous avons aussi l'obligation, dans la restauration collective, d'aller vers des aliments du terroir, de la localité,
pour réduire toutes sortes de raisons. Mais on peut l'avoir aussi sous vide ou le conserver différemment, j'imagine. Oui, mais il faudrait qu'une entreprise ou une collectivité ou une association, crée en fait le. Voilà. Voilà, on a une idée d'entreprise à monter. Allez-y. Au niveau de l'association Nouvelle Voie, voilà. Non mais c'est vrai. Au niveau de l'association Nouvelle Voie, il y a de grands projets pour le fruit à pain, en fait, particulièrement, dont la création d'une coopérative, entreprise. Voilà, une association, oui. Voilà, où on inviterait la population à venir, apporter, proposer, échanger, prendre soin de leurs arbres. Actuellement, nous sommes sur l'étape de encourager les personnes à planter. On propose des plants, particulièrement autour du Lamentin, et puis au niveau des différentes écoles, ils vont planter dans les écoles. Et actuellement, on fait aussi du recensement, on fera par zone, on va commencer sur le Lamentin. Mais je sais que du côté de Mornalo, le Moule, la Grande Terre et le Grand Fond du Moule, ils en ont même à profusion, ils ne savent pas comment faire. Oui, ça. Donc assez rapidement, il va falloir organiser le système pour permettre la filière, en fait, ce serait ça l'idée. Voilà. Oui, c'est ça. Pour permettre aux restaurations de pouvoir aller vers celui qui le lui propose et le mettre en préparation. Alors, c'est quand même un aliment, on va dire, traditionnel. Grand-mère, est-ce que vous pensez que les jeunes générations, ils ont l'appel du fruit à pain? Le fruit à pain a une image ancienne de repas de grand-mère d'anciens. En plus, à l'époque, ils le proposaient sous la même forme, de l'eau bouillie avec juste salé, qu'on proposait avec du poisson la plupart du temps. Mais de nos jours, on se rend compte que nos jeunes sont friands. Ils n'ont pas les mêmes papilles que ceux qui avaient avant, qui disaient que fruit à pain, c'est pour peut-être les animaux, c'est pour les gens pauvres. Alors qu'aujourd'hui, quand on leur propose des préparations, des mets, toute forme de forme, toute la forme de, par exemple, de tarte, toute la forme de purée bien relevée, donc ils découvrent. Et surtout qu'on apprécie un aliment quand on est très jeune, avant l'âge de 2 ans. C'est un aliment qui va rester dans les habitudes. Donc ça permet de développer le palais, c'est ça. Il y a quand même la semaine du goût, donc j'imagine que c'est des aliments qu'on introduit aussi pour la première fois, mais il faut continuer. Il faut être dans les familles qui continuent à proposer ces plats de manière régulière. Parce que la première fois qu'on goûte, c'est vraiment on goûte une bouchée, 2 bouchées, on n'ira pas plus loin parce qu'on ne connaît pas. Le temps de la prochaine fois, on le découvre sous une autre forme, sous des formes de petits pains ou formes de bouquettes, parce que progressivement, il y a de plus en plus de préparations sont proposées. Et après, on se fait une idée, on se fait des saveurs, et finalement, l'aliment devient un aliment courant de la vie de la personne. Donc, il faut continuer à la proposer de manière régulière. Parce que le problème, c'est qu'actuellement, c'est un peu rare dans les assiettes. Et ça ne permet pas aux personnes de l'apprécier comme ils devraient. Justement, dans les cuisines collectives, est-ce qu'ils ont l'habitude de cuisiner ça pour les enfants? Dans certaines écoles, dans certaines cuisines centrales, en fait, on peut retrouver le produit peut-être 2 fois dans le mois et dans d'autres, 1 fois dans l'année. Ah ouais, quand même. C'est une sacrée différence. C'est quoi? C'est lié à quoi, en fait? En fait, c'est lié au fait que il n'y a pas suffisamment de producteurs qui proposent le produit. Certains ont peut-être la chance d'avoir plus de contact avec les producteurs et d'autres ne sont pas connus, donc on ne va pas leur proposer en priorité leurs produits. C'est un manque de communication? C'est un manque de quoi? Disponibilité. Du produit même, en fait. Du produit. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que vous avez des solutions éventuellement auxquelles vous avez pensé? En fait, déjà inviter la plupart des familles peut-être à planter un arbre et créer la filière de façon à ce que tout un chacun, lorsqu'on nous a... Parce que c'est un arbre qui porte beaucoup en quantité pendant toute une période, actuellement, c'est la saison, ça peut durer 3-4 mois, mais il y en a en quantité. Et si chacun a la possibilité d'emmener ou d'aller vers les structures où on peut récolter, concentrer, préparer ces produits et puis les conserver aussi, parce qu'on peut faire du sous-vide, du sous-gelé, de façon à ce qu'on puisse en avoir toute l'année. Il est possible aussi d'avoir... Et donc, des cuisines centrales, il y en a des quantités en Guadeloupe, plus d'une vingtaine, je pense même au-delà.
Cela permettrait à tout un chacun, en fonction du menu, de respecter les cycles et d'avoir aussi les produits sous toutes sortes de formes. On peut aussi encourager les cuisiniers aussi à proposer des fiches techniques, les échanger, permettre à tout un chacun de savourer autrement et pourquoi pas devenir la première farine de notre localité. Bien sûr, c'est tout un travail, un engagement qu'il faut faire et promotionner, promouvoir ce fruit à pain. En tout cas, merci pour votre engagement et pour être venu nous parler de cette mission qui est nécessaire pour nous Guadeloupéens, pour valoriser aussi nos produits et les introduire dans la restauration collective. Merci en tout cas. À vous aussi. On va terminer notre émission avec un reportage de Maurice Cessé qui s'est rendu au salon du chocolat où la Martinique proposait un label. On voit un reportage ensemble. Outre-mer News, nous nous trouvons à la porte de Versailles pour cette 29e édition du Salon du chocolat. Le chocolat, il y a beaucoup de monde parce que tout le monde adore manger du chocolat. Il ne faut pas en déguster de trop. Avec moi, la Martinique. La Martinique présente pour cette grande première. C'est une première ici à la porte de Versailles grâce à Bruno Piozo. Alors, comment ça s'est passé, ce label Martinique, ici à ce salon? Alors, label Martinique, c'est un concept qui a été mis en place pour faire la promotion et des artisans et des producteurs martiniquais sur des événements métropolitains, ici sur l'Hexagone. Donc nous essayons de temps en temps, quand on a une opportunité que nous trouvons assez cohérente avec le souhait des producteurs et des artisans, pour valoriser nos artisans et nos producteurs martiniquais. Donc, d'où la présence de ces exposants qui exploitent le chocolat à la Martinique. L'initiative même, il a fallu du temps pour monter ça et faire venir ces exposants à Paris. Oui, c'est une petite année de préparation. On était déjà sur l'événement il y a 1 an et demi. Et puis, entre-temps, eh bien, la Martinique, le cacao de Martinique a été élu meilleur cacao du monde. Donc, on a trouvé vraiment opportun de réunir et le chocolat et le rhum de Martinique, 2 produits d'excellence. Et la preuve en est, c'est que nous avons beaucoup de visiteurs. Et vous avez pu le voir tout à l'heure avec les différents chocolatiers. Donc voilà, on a pu réunir quelques chocolatiers et quelques marques de rhum pour initier le public, le grand public, à cette association rhum et chocolat. Aujourd'hui, on est en 2024 et tout ce que nous pourrons initier à de nouvelles méthodes de dégustation, à des nouvelles méthodes d'association entre tel et tel produit, entre des dégustations des associations un peu improbables. Eh bien nous la Martinique, on ose avec nos chocolatiers, avec l'Osea, avec le chocolat Hello, avec Authentique, avec le chocolat Céron, avec nos rhums AOC Martinique. Eh bien nous avons osé, nous l'avons pensé, nous l'avons osé et nous sommes présents ici sur ce salon. Voilà donc pour ce reportage. Merci Maurice Cessé. On va conclure notre émission. Aujourd'hui, nous avons reçu plusieurs invités. Donc, il était question de l'association Moonkika avec Thierry Didon ainsi que Jolo. Donc, un événement qui aura lieu le 11 novembre sur Sainte-Anne. Hommage spirituel aux ancêtres. Donc, à partir de 11h, c'est un événement gratuit avec des conférences, des cérémonies, de la musique, tout un moment de partage autour des ancêtres. Avec Pascal Archimède, nous avons parlé de son livre, le livre d'histoire de l'Amérique noire des plantations à la culture rap. Il y a une dédicace demain à l'Arawak, donc événement gratuit à partir de 18h30. Il y aura aussi une partie dédicace. Avec Jolo, on a eu sa chronique Edamiso. Il nous a développé le nom de l'Égypte dans notre langue. Voilà, les racines de ce mot et comment nous l'utilisons encore dans notre
rencontre linguistique avec Élise Zénon. On vient de parler de l'instant fruit à pain et de comment développer justement ce fruit dans nos cantines. Avec Nancy Duflo, on a fait un petit rappel du RAG et de son travail de community manager. Vous pourrez avoir toutes les informations le 15 novembre dans les jardins de Guadeloupe la première. Il est encore temps de vous inscrire, donc campusluminance@gmail.com ou par WhatsApp sur le numéro qui est affiché à l'écran. On a vu avec Martine la culture selon Martine avec différentes choses prévues, notamment le transcendance, on a parlé de Quincy Jones, on a parlé de plein de choses très intéressantes au niveau de l'information. Rapidement, nous avons parlé de cette élection présidentielle en introduction ainsi que du feu au Cabana Beach. Il était aussi question du concours Oser pour l'entrepreneuriat féminin. On a fait un petit point concernant la conférence sur les infanticides à Sainte-Rose. Voilà pour l'actualité qui était riche. On a peut-être le temps de parler de la promo du ZCL, du gala qui aura lieu le 29 novembre. Ça va passer la vidéo tout à l'heure, mais n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour cet événement qui risque vraiment d'être inoubliable avec plusieurs temps forts, danse, musique, rétrospective avec Martine qui sera là en chef d'orchestre, n'est-ce pas, et plein d'invités d'honneur. Voilà pour aujourd'hui, 14h03. Bon, 3 minutes. Vous pouvez trouver les tickets sur allmall.com. 3 minutes, on était avec Jordan aujourd'hui. Elle a des tickets à vendre. Voilà, vous pouvez nous contacter directement pour les tickets. Bon appétit, oui, bon après-midi à tous. On se retrouve demain. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes, dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, slam, remise des prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur allmall.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble.